Tu le sais, j'adore tourner mes épisodes de podcast en studio. Mais pour passer à l'échelle, j'étais obligé de trouver un partenaire pour avoir mon studio directement en ligne. J'ai essayé pas mal de solutions et j'étais souvent hyper déçu. Un son de merde, une image floue, des problèmes de connexion à chaque fois. Et c'est là qu'on m'a parlé de Riverside, riverside.fm. J'ai essayé et j'ai tout de suite adoré. En gros, Riverside, c'est un peu la Rolls quand tu veux tourner un podcast en ligne, en asynchrone, directement de chez toi. La Ferrari de l'audio, quoi. J'en fais peut-être un petit peu trop là, non? Avec Riverside, le principe est hyper simple. Tu prépares ton interview dans leur studio virtuel, tu définis les rôles de chacun, l'invité, l'intervieweur, le producteur, tu envoies une invitation par mail ultra simple à ton invité, il clique, ça s'installe tout seul et c'est parti. Toi, tu enregistres ta voix et ton image de ton côté, ton interviewé, il fait pareil de son côté et Riverside fusionne le tout pour un rendu digne de ce nom. Et vraiment, je te le garantis, la qualité, elle est vraiment incroyable. Même avec une connexion moyenne et un ordinateur de base, ça fonctionne hyper bien. Et en plus, là, ils ont plein de nouvelles features qui sont assez ouf. Tu vas pouvoir personnaliser ton studio comme bon te semble. Logo, arrière-plan, police, tu choisis tout ce que tu veux. En gros, tu vas pouvoir créer ta propre identité visuelle en quelques clics. Mais attention, Riverside ne s'arrête pas au live. Leur éditeur vidéo est une véritable tuerie. Montage audio par pistes séparées, ajout de musique, d'images, de textes, bref, tu peux personnaliser comme bon te semble. Et ils ont même des outils IA pour fluidifier les voix et supprimer les silences un peu gênants automatiquement. Alors certes, ça reste une plateforme en ligne. Ce sera toujours plus qualitatif d'aller enregistrer ton podcast en studio. Mais avec la qualité 1080p, l'export en 4K et toutes les features avancées, on est quand même vraiment pas mal en termes de rendu. Bref, si tu cherchais encore la solution pour créer tes podcasts en ligne, je pense que tu viens de la trouver, c'est riverside.fm et tu vas voir, ça va te changer la vie. Et du coup, je suis hyper content que Riverside soit mon nouveau sponsor pour cette nouvelle saison de podcast. Et au passage, je t'ai négocié deux choses. Déjà, tu peux tester gratuitement en cliquant sur le lien qui est en description et avec le code LACHAPELLE, tout attaché, tu obtiens 15% de remise sur le format premium. Donc merci encore à Riverside de sponsoriser cette saison de podcast. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio et très bonne écoute. Et c'est bon, ça enregistre. On y arrive enfin. Je suis avec Manon Roche, CEO de l'agence Cosmi, spécialisée dans la production de vidéos UGC, tout un programme, également créatrice de contenu. Donc ça va être un peu les gros sujets du jour. Comment tu vas, Manon ? Eh ben écoute, ça va. On dit pas Manon Roche, on dit Manon Rock, mais sinon ça va très bien. Oh putain. Et tu sais que là, franchement, déjà hier j'étais en tournage et pareil, j'étais avec un mec à qui j'abîme son nom et en fait ça nique du coup toute mon intro. Mais écoute, franchement, on est là en mode authentique, on va tout garder. Donc Manon Rock. Donc moi ça fait 1 an que je t'appelle Manon Roche, mais pour rien. Ok, Manon Rock. Et écoute, sorry pour ça. Et écoute Manon, si tu veux bien, est-ce que tu peux déjà te présenter et après on va enchaîner? Ouais, avec plaisir. Bah déjà, merci Hugo de me recevoir. Donc, je m'appelle Manon Rock, j'ai 24 ans. J'ai cofondé avec mon associé Martin Vix l'agence UGC Cosmi. Et à côté de ça, je crée aussi du contenu sur LinkedIn et c'est notamment là où on s'est rencontrés avec Hugo. Exactement. Déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est on va démarrer par ton agence, pardon. Comment toi, t'en es venu à monter cette agence? Comment t'es tombé dans les vidéos UGC? Comment t'as eu l'idée et comment ça a démarré? Ça fait combien de temps? T'en es où? Bref, 1000 questions dans la question, mais du coup, c'est ça déjà qui m'intéresse. Bah alors l'histoire c'est que avec Martin on s'est rencontrés quand on travaillait ensemble pour une autre boîte. On a travaillé ensemble pendant 3-4 ans à peu près pour une agence / plateforme d'influence et Martin était commercial, moi je travaillais sur le pôle marketing. On a vu une émergence de l'UGC et c'est là où du coup on s'est dit pourquoi pas, il y a quelque chose à tenter et petit à petit de fil en aiguille on a monté du coup Cosmi. On n'était pas forcément de base liés avec Martin où on s'est pas dit viens on cherche une boîte à monter, on veut faire quelque chose ensemble ou quoi que ce soit. C'est plus une opportunité, un bon timing, on était là au bon endroit au bon moment et du coup on a testé, ça a bien fonctionné et c'est comme ça qu'on a continué aussi. Donc on a par la suite quitté nos CDI respectifs qui étaient dans la même agence pour se lancer à temps plein quelques mois plus tard dans Cosmi. Et du coup, vous êtes parti quoi? En mode petite rupture co, un petit chômage ou quoi? Ou non, directement dans le bain, il faut faire de l'oseille pour gagner sa vie, hein? Alors, on a fait un peu un mix de tout ça. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une rupture co. Et après, on s'est mis aussi au chômage. Et puis, tout en essayant de faire de l'oseille parce qu'il faut gagner sa vie. Donc, c'est un peu un mélange des trois. Mais on a directement réinvesti tout l'argent qu'on gagnait dans Cosmi pour pouvoir employer dès les premiers jours des salariés. Malgré qu'on aurait pu se payer dès le premier jour, on a préféré plutôt tout réinvestir pour faire grossir la boîte plutôt que gagner de l'argent assez rapidement.
Alright. Déjà, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce que y a plein de gens qui nous entendent parler de vidéos UGC, donc là ils se disent putain, ils nous parlent de cinéma, Pathé Gaumont, UGC, tout ça et tout, mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est les UGC? Je pense que tu dois être l'une des personnes en France qui doit utiliser le plus ce mot. Tu dois l'expliquer tous les jours, mais du coup je te laisse te l'expliquer peut-être une 1136e fois de la semaine. Alors UGC, ça signifie User Generated Content, donc en français ça veut dire contenu généré par les utilisateurs. Et nous ce qu'on fait c'est pas réellement de l'UGC, parce que UGC ça signifie vraiment consommateur, utilisateur, expérience client, etc. Mais nous, la plupart du temps en fait on va prendre des créateurs de contenu dits UGC. Donc en fait c'est plus du CGC. Creator Generated Content, mais vu que le mot n'est pas encore connu, j'ose peu l'employer pour éviter justement de faire un brouhaha dans le cerveau des clients, des leads et des personnes qui entendent parler de l'UGC. Donc CGC, c'est la même chose en gros qu'UGC, mais on va professionnaliser ça avec des créateurs de contenu, donc c'est-à-dire des personnes qui savent créer du contenu. C'est pas forcément des influenceurs parce qu'ils n'ont pas d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est un peu monsieur et madame tout le monde, mais qui ont des skills en création de contenu. Donc quand tu leur demandes de faire une vidéo, ils vont savoir comment tourner la vidéo, potentiellement la monter aussi. Donc en fait, c'est des gens qui sont créateurs de contenu, qui sont évidemment sur les réseaux, TikTok, Insta ou autres, ou même YouTube, mais en fait qui n'ont pas assez d'abonnés pour gagner de l'argent par l'influence. Et donc du coup, en fait, comme ils ont quand même une compétence qui est la création de contenu, c'est pour ça que l'UGC en fait est devenu l'une des lignes de revenus de la créateur économie, quoi. Alors oui et non, parce qu'il y a des personnes qui veulent pas du tout faire d'influence, parce que influence ça nécessite d'entretenir une communauté, et ça il y a pas tout le monde qui a envie d'entretenir une communauté. Ça nécessite aussi de montrer sa tête à son audience, alors que sur l'UGC ce qui est différent aussi c'est que la publication elle va pas être faite sur nos réseaux sociaux, elle va être faite sur les réseaux sociaux de la marque, et ça change aussi pas mal de choses, parce que moi par exemple sur mes réseaux il y a plein de marques donc j'ai pas forcément envie d'en parler, ou j'ai pas envie d'être pas affiliée, parce que il y a quand même des personnes qui vont pouvoir voir l'image du créateur sur les réseaux de la marque ou en publicité, mais il y a des choses que j'ai pas envie de montrer forcément sur mon profil, et c'est pareil pour les créateurs UGC. Et du coup, quand t'es créateur UGC, tu postes pas sur tes réseaux, t'as pas à entretenir de communauté, t'as pas à avoir un bon taux d'engagement par exemple. Ce qu'on va venir rechercher, c'est vraiment ta capacité à créer un contenu. Et du coup, en fait, à quoi elle est destinée cette vidéo? C'est-à-dire qu'en fait, les marques, donc après on en reviendra, je te demanderai, la question d'après, c'est en fait, qui sont les clients types de ça? Est-ce que c'est des e-commerçants? Est-ce que c'est des gens qui sont dans le B2B? Est-ce que c'est des SaaS? Est-ce que c'est des grands groupes? C'est peut-être tout le monde à la fois, mais en fait, en gros, pourquoi les gens viennent vers des agences comme vous pour que vous leur produisiez des UGC du coup? Alors tu vas avoir deux objectifs. Le premier, ça va être de l'organique, donc générer un flux assez régulier de contenu pour les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram principalement, mais d'autres plateformes aussi. Et ça va être pour humaniser tout simplement le réseau social en question, pour incarner le consommateur et en fait tout simplement pour qu'on puisse se sentir représenté dans le contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tout ça en ayant un contenu un peu tendance, TikTok friendly, qui va permettre de générer de l'engagement à la marque et de devenir un petit peu plus populaire. Donc là on est plus sur un objectif de notoriété et d'incarnation. Et après on a un deuxième objectif, c'est celui de l'acquisition. Évidemment toute marque a envie sur les réseaux sociaux de générer de l'argent, générer du trafic sur son site internet, générer des ventes. Donc du coup là on va venir y répondre en créant des vidéos plus avec des formats publicitaires qu'on va venir mettre sur de l'Ads, donc TikTok, Meta principalement, ça va être aussi sur YouTube, ça peut être sur Pinterest, ça peut être vraiment sur beaucoup de plateformes. Et là l'objectif va être de rediriger directement vers un site, vers une application. Donc comment différencier les deux? On va avoir le contenu publicitaire, donc par exemple quand on scrolle son téléphone, son Instagram, on va tomber sur une vidéo où il y a marqué que c'est une publicité, où on a un lien de redirection, un call to action, ça c'est de la pub. Et sinon sur le réseau, quand on va sur le profil de la marque et qu'on voit des publications, là c'est de l'organique. Ok, très bien. Écoute, ça c'est hyper clair pour peut-être celles et ceux qui n'avaient pas encore compris. Si on prend par exemple un cas pratique, par exemple moi demain je viens te voir et je vais te dire moi pour Frisbee. Alors moi c'est différent parce qu'en plus moi j'ai deux cibles, j'ai les créateurs de contenu qui vont venir dans le pool et j'ai les clients qui sont des SaaS. Mais alors imaginons du coup j'ai des velléités qui sont uniquement en termes d'acquisition, donc je veux un pack de vidéos pour faire de l'ADS sur Meta par exemple, sur Insta, pour aller viser les SaaS. Du coup voilà, moi une fois que je t'ai apporté ce besoin, qu'est-ce que toi tu vas me proposer et comment ça peut filer entre nous là-dessus? En gros, je vais t'expliquer un petit peu
tout le processus d'une campagne UGC chez Cosmi. Donc nous, on va faire d'abord un kick-off. Donc c'est là où tu vas nous expliquer vraiment quelle est ta cible, quels sont les SaaS que tu veux toucher, quels sont les décideurs aussi que tu veux toucher dans ces SaaS-là, parce que toi, tu es en B2B, donc ça va être quelque chose d'un peu plus précis, parce que ton persona, il peut changer en fonction de la taille du SaaS, par exemple. Donc on va vraiment définir ça ensemble. On va définir aussi le message clé qu'on veut transmettre à la cible. On va définir aussi les canaux de distribution, enfin bref, tous les détails, tous les détails de la campagne. Une fois que ça c'est fait, nous, on va t'apporter un casting. Donc dans le casting, on va te présenter des créateurs de contenu qui correspondent justement à ton persona, ce qui va permettre de pouvoir incarner ton consommateur. Et là, du coup, on va te présenter plusieurs profils avec des exemples de leurs vidéos. Comme ça, tu peux aussi te projeter et dire, ce créateur-là, je le verrais bien représenter Frisbee, par exemple, celui-ci un peu moins. Une fois que ça c'est fait, nous on va te présenter des concepts. Donc dans les concepts, en fait, ça va être des grands axes de communication qu'on va faire avec nos vidéos et toi tu vas pouvoir valider ces grands axes de communication. Une fois que ça c'est fait, une fois que tu nous as dit par exemple le concept vlog, ça marche pas trop sur du B2B, du coup on le retire. Par contre, le concept 3 raisons d'utiliser Frisbee quand on a un SaaS, ça va super bien fonctionner parce que c'est quelque chose que ma cible a l'habitude de voir comme type de contenu par exemple, et du coup on va prendre ce concept, nous on va écrire un script, donc dans le script on va détailler tout le plan, on va détailler aussi tout l'audio, et comme ça va permettre de pouvoir assurer le message, en tout cas assurer la transmission du message en utilisant des mots qui parlent à ta cible tout simplement. Pareil au niveau de tout ce qui est description du plan, etc. On va aller beaucoup dans le détail pour assurer un dynamisme de la vidéo, pour également que la vidéo corresponde au code des plateformes et surtout pour qu'on mette en valeur aussi ton produit. Donc là, en l'occurrence, qui est une plateforme. Donc moi en fait j'arrive avec un besoin et par contre en fait après c'est vraiment vous qui gérez vraiment tout, qui gérez toute la DA, tout le script. Moi j'ai pas grand chose en fait à faire là-dessus à part en fait être présent au kick-off et vous donner toutes les infos quoi. Exactement. Toi tu as 2 missions. Le kick-off et la validation des contenus. Donc en gros pour t'expliquer, donc ça c'était plus la pré-prod, et en termes de production pure, donc nous une fois que le script est validé par tes soins et par ceux du créateur, on envoie le script au créateur, il tourne chez lui ou en extérieur ou en tournage. Ça arrive aujourd'hui qu'on accompagne d'autres créateurs aussi sur des tournages, sur des prods que Cosmi réalise. Et une fois que les rushs, donc les rushs c'est les vidéos brutes en fait de la vidéo globale, une fois que ça c'est tourné, les créateurs nous envoient les rushs et nous en fait on va avoir des monteurs en interne qui vont monter et optimiser les contenus en fonction de chacune des plateformes, qui vont les mettre en fonction de ta charte graphique aussi, donc qui vont un peu lisser les contenus, parce que si tu fais 10 contenus, le but c'est que Frisbee soit reconnaissable aussi. Donc on va pouvoir venir insérer des éléments de ton identité graphique directement sur la vidéo, et ce qui permet aussi d'avoir un nombre d'allers-retours en tout cas sur le montage illimité, étant donné que le créateur lui va être plus limité sur les allers-retours, alors que nous en montage interne on est beaucoup moins limité sur le sujet. Donc en fait le process chez vous il est quand même assez long, il y a quand même beaucoup d'étapes, on est vraiment dans le modèle agence dans toute sa splendeur quoi. Ouais, alors il y a beaucoup d'étapes, par contre c'est pas hyper long parce que en fait on essaye, parce qu'on sait que le but c'est aussi pour les agences ou pour les marques de gagner du temps, donc nous on va venir grouper chacune des étapes. Tu vois par exemple l'étape du casting et l'étape des concepts, c'est une étape qu'on envoie directement avec toute l'étape administrative, comme par exemple l'étape des contrats, etc. Ce qui permet d'avoir un seul bloc d'informations et de répondre assez rapidement. Après, une fois que ça c'est fait, on va envoyer tous les scripts en même temps. Comme ça, toi, tu as besoin de faire qu'une seule passe dessus, qu'un seul review. Okay. Et une fois que c'est bon, pareil, on t'envoie toutes les vidéos en même temps. Donc toi, en fait, tu vas avoir 3 grandes étapes de review et après, ça s'enchaîne assez rapidement. En moyenne, les campagnes mettent 1 mois. Ça nous arrive de faire beaucoup plus vite si le besoin est beaucoup plus rapide, et ça arrive de faire beaucoup plus long aussi si, par exemple, le besoin est plus long. Ok, et ça en fait tout ça après pour échanger, c'est quoi? C'est sur une sorte de Notion partagée ou sur un Drive partagé? Comment ça se passe? Alors nous on va échanger principalement par mail avec les clients, par WhatsApp avec les créateurs. En fait on a créé un groupe de plus de 900 créateurs qui s'appelle le Cosmi Club, et c'est là en fait où on va venir chercher les créateurs pour chacun des briefs de nos clients. Donc tu vas avoir dans le groupe des étudiants, tu vas avoir des mamans, tu vas avoir des mamies, tu as vraiment tout type de créateurs pour représenter tout type de consommateurs. Et après, comme tu le disais, on a du coup un Notion qui permet d'avoir une vue centrale sur tout le projet avec le casting, les scripts, le suivi du projet et tout le reste.
Bah écoute, là, en fait, là, il y a un truc que j'avais pas prévu, mais en fait, une question que je vais te poser parce que ça m'intéresse grave, c'est du coup, c'est la gestion de communauté, parce que c'est ça que j'avais pas Ouais, anticipé ce type de question. Mais en fait, c'est vrai que vous, dans votre, l'un des facteurs clés de succès, votre principal asset, c'est votre pool. Bien sûr, c'est votre savoir-faire, mais c'est surtout votre pool de créateurs, la qualité de votre pool de créateurs, la motivation qu'ils peuvent avoir. Donc, tu vois, tu as commencé à me dire, on a un groupe WhatsApp où ils sont 900. Moi, j'avoue que tu sais que j'ai la même chose, du coup, avec, alors, moi, c'est pas des exactement. créateurs UGC, c'est plutôt des influenceurs slash micro-influenceurs. Donc, pareil, on a fait le choix de WhatsApp et toutes les semaines l'idée de dire est-ce qu'on ne mettrait pas un Discord, un Slack ou un truc ou quoi. Et à la fin, la réponse est toujours on reste sur WhatsApp. Ouais. Mais tu vois, là, là ils sont 600. Je commence quand même à en voir les limites. Tu sais, j'ai aussi un club d'entrepreneurs, c'est le Poney Club. Bon, là, ça va, il y a 350 personnes. Mais tu vois, là, à 600, je commence à en voir les limites. Vous, à 900, c'est encore plus. Comment vous faites en fait? C'est quoi un peu la clé là-dessus par rapport à, je sais pas, ça fait 1 an et demi, 2 ans que vous avez monté l'agence, non? Peut-être moins. On l'a monté en juin 2024, donc un tout petit peu plus un an et 2 mois. Ah ouais, donc c'est ultra récent. Ouais. Donc toi, du coup, avec les quelques mois là d'expérience que tu as sur cette gestion de communauté, c'est quoi un peu le playbook que tu pourrais donner, les tips que tu pourrais donner, peut-être les erreurs que tu as faites que tu ne referais pas, Ouais. et du coup, comment vous faites aujourd'hui? Bah, en gros, nous, dès le début, dès vraiment le premier jour ou la première semaine, on s'est dit qu'il fallait avoir un pool justement de créateurs UGC pour pouvoir diffuser les messages plus vite. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que le fait d'aller chercher les créateurs pour des campagnes, etc., c'était quelque chose de long, c'était quelque chose qui était assez chronophage. Et en soi, une fois que tu as centralisé les profils, bah, c'est dommage d'aller les recontacter tout le temps pour d'autres campagnes. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que on allait être plutôt apporteur d'affaires pour les créateurs UGC et on va du coup centraliser tout ça via un groupe. Nous, on s'est directement penché sur WhatsApp tout simplement parce que Slack, tout le monde ne connaît pas, Discord, tout le monde n'a pas, à part, je vais rentrer dans le cliché, mais à part les gamers, tout le monde n'a pas Discord. Et d'autres plateformes, ça nécessitait justement aux créateurs soit de télécharger une application, soit d'être sur un ordi. Enfin bref, WhatsApp, tout le monde aujourd'hui a WhatsApp, donc c'était vraiment l'outil le plus simple que tout le monde avait et sans forcément changer les habitudes de consommation des créateurs pour qu'ils puissent directement l'intégrer dans leur routine. Nous, le but, c'était quand ils pensent à UGC, ils pensent aussi à Cosmi et ils pensent au fait qu'on va leur apporter des collabs de malades et du coup, ils sont contents d'ouvrir leur WhatsApp à chaque fois qu'ils reçoivent une notification et le but, c'est qu'ils mettent pas forcément le groupe en sourdine. Moi, tu vois, je suis dans plein de groupes WhatsApp, la plupart de mes groupes, ils sont en sourdine parce que les informations ne sont pas forcément intéressantes. Donc au Ouais. début, ce qu'on a fait, et je pense que c'était pas forcément une erreur parce que le groupe était encore à taille humaine, entre guillemets, c'est que tout le monde pouvait parler dans ce groupe-là, donc tout le monde pouvait poser des questions, etc. Mais ce qui fait que bah, souvent, on te pose 4 fois la question, après on commence à faire des blagues, on commence à partager des moments, est-ce que tout le monde va bien, on commence à partager son Insta, etc. Donc c'est cool parce que ça va venir engager la communauté, mais derrière, tu vas te détacher du message principal qui est que nous, on envoie et on diffuse des briefs pour des marques et pour proposer des collaborations aux créateurs. Parce que ce qui est hyper intéressant aussi pour les créateurs, c'est que ça leur apporte des clients qui pourraient pas forcément toucher en direct et ça leur apporte potentiellement beaucoup de contrats sur une semaine, alors que eux, s'ils veulent être visibles sur les réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus de travail parce que les marques vont pas forcément aller chercher les créateurs un à un. Donc nous, le but, c'était comment on va montrer notre message sans forcément polluer la communauté. Donc au début, tout le monde pouvait écrire et puis petit à petit, au bout de quelques semaines, on a coupé le groupe et je sais plus exactement comment ça s'appelle sur WhatsApp, maintenant c'est un groupe de diffusion, je crois. Et du coup, il y a que il y a que nous qui pouvons publier dessus. Et si les créateurs veulent postuler au message, ils ont juste à liker le message en veillant à bien respecter chacun des critères qui est décrit dans le message. Et on a créé un autre groupe à côté qui s'appelle la FAQ. Et dans ce groupe-là, parce que tu sais, maintenant tu peux avoir un groupe Ouais, bien mec et sûr, des ouais. groupes filles, voilà, sur C'est WhatsApp. ce qu'on est en train de mettre en place justement. Je voulais savoir s'il y avait d'autres choses, mais en fait, non, écoute. Voilà, et bah du coup, sur le groupe FAQ, chacun parle et se répond les uns les autres. On a aussi créé une formation qui s'appelle la Cosmi Academy et qui permet justement aux créateurs de contenu GC de monter en compétences, de monétiser leurs vidéos et d'avoir accès à des conseils d'experts comme des avocats, des comptables, des monteurs, des créateurs, etc. Et là, pareil, on a créé un groupe pour la communauté de l'académie sur WhatsApp aussi. Ok, intéressant là-dessus. C'est-à-dire que sur WhatsApp, vous mettez en fait, quand vous signez un nouveau client, par exemple demain on signe ensemble avec Frisbee, tu viens mettre la nouvelle offre en fait sur le WhatsApp et ce sont les créateurs qui postulent. Ouais, c'est ça. En Et fait, après, c'est parmi les postulants, vous allez faire un choix, c'est ça?
Ouais, c'est un petit peu comme une place de marché où du coup, nous, il y a de l'offre, il y a de la demande, on pousse l'offre et puis après, les créateurs, si jamais ils sont intéressés, postulent. Nous, derrière, on a justement notre Notion avec notre grosse base de données de 900 créateurs où on va venir vérifier avec leur portfolio. Donc, un like égale un portfolio et du coup, on va venir matcher les chefs de projet, vont venir regarder si les profils correspondent bien, si... euh, en fait, on va pas présenter, tu vois, nous on est 900 sur le groupe comme je te disais, on va pas présenter 150 personnes, s'il y a 150 personnes qui postulent, on va trier en fonction des critères de la marque, il y en a souvent qui sont un peu hors critères, donc du coup on les élimine entre guillemets directement, et après on va faire aussi un système de scoring en fonction du créateur qu'on semble le plus pertinent pour la marque et le plus performant aussi. Donc du coup, en général, quand il faut un profil, on en propose 5-6 pour que pour que la marque, pardon, ait le choix, mais pas trop non plus parce que trop de choix le choix et du coup après c'est trop dur pour la marque de choisir. Donc il y a aussi ce travail un petit peu d'écrémage que font les chefs de projet. Parce que en plus, du coup, je sais pas, en moyenne, il y a combien de nouvelles offres par semaine? Parce qu'en fait, c'est vrai que le seul problème qu'on peut avoir quand il y a 900 personnes, c'est que du coup, il y en a quand même beaucoup plus qui sont déçus parce que je suppose que vous n'avez pas 900 projets par semaine. Non. Donc en fait, il y en a plein qui travaillent peu ou qui travaillent jamais en fait, Ouais. grâce à vous en fait en tout cas. Et Ça, en tout ça toute l'intérêt. transparence, il y a eu cet élément un peu de frustration où il y a des personnes qui viennent nous voir en message privé et qui nous disent ça fait plusieurs fois que je postule mais j'ai jamais eu de retour, est-ce que quelque chose cloche dans mon profil, etc. Donc en général on leur fait des retours. Parfois c'est parce que oui effectivement ils correspondent pas à l'exigence qu'ont nos clients, du coup on propose pas leur profil parce que soit les vidéos, la qualité visuelle est pas assez optimale, soit la qualité sonore pareil ça grésille, soit au niveau du dynamisme c'est pas assez bon, soit ils représentent pas vraiment les critères de nos clients. Donc tout va dépendre, mais après il y a des créateurs qui sont bons dans ce qu'ils font, mais malheureusement on peut pas les sélectionner parce que déjà nous c'est la marque qui a le choix final, et en plus de ça comme tu le dis il y a beaucoup de créateurs qui postulent. Donc nous on essaye au maximum de faire tourner et varier les profils parce que le but c'est pas que toi Hugo on te voit sur 40 marques à la fois sur TikTok. Ouais. Nous le but vu que c'est monsieur et madame tout le monde en tant que consommateur, c'est qu'on tourne un maximum. Donc c'est dans notre intérêt aussi de prendre des nouveaux à chaque fois. Donc après il y a des créateurs qu'on reprend, par exemple on a pas mal d'hypermarchés dans nos clients et là tu vois vu qu'ils sont tous concurrents les uns les autres, on peut pas proposer les mêmes profils pour chaque hypermarché parce que le but n'est pas qu'ils aient les mêmes profils évidemment. Donc là on a des sélections où on collabore à l'année avec certains créateurs par exemple. Donc là ça tourne un peu moins sur ces clients là, mais sur plein d'autres clients on essaye de varier un maximum les profils. On fait rentrer aussi un maximum de nouveaux créateurs toutes les semaines. Après pour répondre à ta question initiale, en moyenne, je dirais qu'il y a 2-3 nouveaux projets par semaine. Après, ça dépend. Il y a des semaines où on peut avoir 6 projets. Il y a des semaines où on peut avoir un projet. Tu le sais, ça varie aussi beaucoup en fonction des saisons, j'ai envie de dire. Là, par exemple, août, tout le monde était en vacances et les clients aussi. Donc, c'était un peu plus mort en termes de nouveaux contrats. Mais par contre, septembre, tu vois, là, on a des briefs assez régulièrement. Et par exemple, une OP, vous allez prendre quoi? 5-6 créateurs quoi en moyenne? En fait, ça dépend beaucoup du nombre de vidéos parce que nous, on a des clients qu'on accompagne par exemple sur l'année où on va faire 4-5 vidéos par mois. Donc là, par exemple, on va prendre 3-4 créateurs tous les mois et ces créateurs-là vont faire plusieurs vidéos. Après, il y a des grosses campagnes. Là, on l'a fait pour un client où on avait 10 profils aux US, 10 profils au UK, 10 profils en France. Donc en fait, ça dépend beaucoup du projet client, on s'adapte, mais en général, c'est entre 1 à 6 profils par OP. Ok, ça marche. Et question à 1 million de dollars, combien ça coûte tout ça? Alors Combien ça pareil, coûte et quel est le partage? Combien gagnent les créateurs? ouais. Combien coûte une... sans peut-être que tu rentres dans tes marges pures ou quoi, mais du coup c'est intéressant de savoir combien ça coûte pour un client et combien le créateur peut gagner avec vous en fait. Carrément, hyper intéressant. En gros, ça va dépendre de beaucoup de critères. Ça va dépendre de si c'est de l'organique ou si ou si c'est de la publicité. Parce que c'est de Pourtant c'est le l'organique. même type de vidéo, non? Alors pas forcément, c'est pas forcément le même type de vidéo, mais ce qui va changer aussi c'est la cession de droit et l'utilisation de la vidéo parce qu'une vidéo organique elle va mourir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Par exemple une vidéo organique, si elle dure grand max une semaine sur TikTok ou Instagram, c'est déjà vraiment bien. Alors que une vidéo en publicité, tant que tu mets du budget, en soi elle sera toujours là, elle sera toujours visible, donc les gens vont toujours la voir. Donc ça Surtout si elle est pareil. efficace quoi.
Exactement. Donc ça, pareil, c'est des critères qui sont assez différents. Ça va être aussi en fonction de l'utilisation de la vidéo, de l'exploitation en termes de localisation. Donc est-ce que tu vas l'utiliser qu'en France? Est-ce que tu vas l'utiliser dans toute l'Europe? Est-ce que tu vas l'utiliser dans tous les pays francophones, tous les pays anglophones, etc. Donc le territoire joue un rôle important parce que pareil, plus tu vas aller dans des zones et plus tu vas toucher des personnes. Ça dépend aussi parfois de combien de budget tu vas spend en publicité. Parce que si tu touches 1 million de personnes, si tu touches 20 000 personnes, pareil, c'est pas les mêmes budgets en général. Ça va dépendre sur combien de réseaux tu vas publier la vidéo. Est-ce que c'est que sur TikTok? Est-ce que c'est sur TikTok, Instagram, Meta, Instagram c'est pareil, mais Facebook, YouTube, etc., Pinterest? Et après, ça va dépendre aussi du type de contenu que tu veux. Si tu veux un micro-trottoir, ça va pas te coûter le même prix qu'un témoignage où le client est à la maison. Ça va pas te coûter le même prix que si tu fais une recette. Ça va pas te coûter le même prix que si tu dois te déplacer en magasin, faire un tournage à l'extérieur. Donc en fait, tous ces critères vont affiner le budget. Mais on va dire que quand tu passes par une agence, en tout cas, le tarif moyen d'une vidéo, il peut aller de 300 euros, c'est vraiment le minimum, 300 euros, de 300 euros jusqu'à 1000, 1200 euros pour les grosses productions avec micro-trottoir, production extérieure, où il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs monteurs, etc. sur ce vidéo-là. Donc on reste quand même sur des tarifs qui sont hyper abordables. En général, c'est 10 fois, 11 fois moins cher que des productions avec des agences de prod. Et du coup la part du créateur là-dessus, donc à savoir que nous les créateurs font uniquement les tournages, ils font ni le démarchage client, ni les scripts, ni le montage. En général la rémunération commence à partir de 130 euros et elle peut aller jusqu'à 200, 250 euros. Là il y a eu aussi 300, 350 euros, mais le max en toute transparence qu'on ait payé, je crois c'était 400 euros pour des créateurs UGC. Après ça nous arrive de collaborer avec des influenceurs ou des micro-influenceurs et là le tarif monte aussi en fonction de l'audience. Donc voilà. Et après, il y a la part de rémunération aussi pour le monteur et pour les chefs de projet. Ok, donc ça fait quand même du monde sur la corde à linge à nourrir. Ok, écoute, merci, très très clair sur tout ça. Maintenant, ça nous fait un peu la transition pour savoir, en fait, aujourd'hui, la cinquième roue du carrosse, c'est comment trouver les clients. Donc, tu avais commencé un peu à dire, en fait, quels sont un peu les types de clients. Donc, moi, j'ai l'impression que de toute façon, dans le GC, on peut travailler soit avec les e-commerçants, on peut travailler avec les SaaS, on peut travailler avec le B2B, on peut travailler avec Leclerc, Intermarché, Carrefour et consorts. Vous, je suppose que quand on démarre, on est un peu opportuniste, on va vers tous les gens qui ont besoin du GC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, maintenant avec un peu de recul, vous commencez à avoir une spécialisation ou est-ce qu'en fait, non, vraiment, c'est le persona de type de vos clients, il est très, très éclaté? En fait, ce qui est intéressant dans l'UGC, comme tu le disais, c'est que y a tout type de secteur dans l'UGC parce que en fait, on vient représenter un consommateur. Donc, tant que tu as un consommateur, tu vas pouvoir faire de l'UGC. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être à la fois dans le B2B, à la fois dans le B2C et dans le service ou dans le produit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Nous, on a eu la chance dès le début de collaborer avec des marques très très cool que tu as cité mais que je vais pas reciter derrière. Et du coup, on n'a pas eu vraiment, tu sais, ce choix de trier après les marques et d'arrêter le dropshipping parce que par exemple le dropshipping dès le début on n'en a jamais fait et on n'a pas voulu y toucher parce que on voulait pas aussi détériorer l'image des autres marques avec lesquelles on travaillait ou même l'image globale de l'agence ou l'image des créateurs avec lesquels on travaillait. Donc on a toujours proposé des marques un peu triées sur le volet, donc ça c'est plutôt cool. Après en termes de secteur, honnêtement, on travaille dans tout secteur. On a une grosse période où on faisait beaucoup d'écoles. Là, on a une grosse période food avec pas mal d'hypermarchés aussi dont on a parlé. On a beaucoup d'applications parce que les applications, ça marche super bien. Et en général, on a des taux de... en gros, on arrive à baisser le coût d'acquisition de nos clients sur les apps de 50, voire un peu plus. Donc, c'est assez intéressant. Je parle en pourcentage, hein. Et après, sinon, on va avoir pas mal de prêt-à-porter. On a pas mal de marques dans la maternité, parentalité. On a pas mal de mode, de cosmétiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'automobile. On a beaucoup d'automobiles. Donc, tu vois, c'est des secteurs qui sont assez divers et variés. Nous, on veut pas forcément se spécialiser ou se nicher dans un secteur parce que ce qu'on aime bien, justement, c'est un petit peu voir tous les terrains de l'UGC et proposer aux créateurs une diversification assez incroyable en termes de clients. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà.
Alright, et tous ces clients-là, comment tu les trouves aujourd'hui? Est-ce que c'est 100% inbound, tout vient de votre création de contenu ou du bouche à oreille? Ou est-ce qu'il y a aussi, bah, vous faites un peu d'outreach? Est-ce que vous utilisez certains outils ou quoi? C'est quoi aujourd'hui ta stratégie sales? Alors la stratégie sales, je vais te décevoir, mais on n'en a pas vraiment de stratégie sales. C'est encore un peu enfin c'est clairement là où doit s'améliorer parce qu'on n'a jamais on n'a jamais pris le temps de se pencher là-dessus. En fait, dès le début, pour t'expliquer, avec Martin, on était à fond sur l'opérationnel. Nous, vu qu'on travaillait dans l'influence avant, on avait rappelé quelques clients de notre ancienne agence pour voir s'ils étaient OK pour tester de l'UGC. Ils étaient OK, donc du coup, on a, tu vois, commencé avec cette petite base de données clients. Et puis après, petit à petit, il y a eu du bouche à oreille. On a beaucoup travaillé avec des agences aussi, donc du coup, les agences, en général, quand elles te ramènent un client, si tu bosses bien avec elles t'en ramènent 10, 20 derrière. Donc, on n'a jamais eu vraiment besoin de prospecter. Là, maintenant qu'on a réussi à recruter et à externaliser certaines tâches, comme par exemple le montage, et à déléguer aussi d'autres tâches au chef de projet, comme toute la partie opérationnelle, c'est-à-dire les castings, les scripts, etc. Ça nous a débloqué du temps à Martin et moi. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, et c'est pas encore ce qu'on a mis en place, mais ce qu'on va faire dans les prochains jours, plutôt semaines, c'est que moi, je vais reprendre un peu la partie marketing, donc pour recréer du contenu sur LinkedIn, parce que j'étais très active pendant quelques années sur LinkedIn, et c'est vrai que depuis que j'ai créé Cosmi, je suis beaucoup moins active, je poste beaucoup moins de contenu parce que j'avais d'autres priorités. Et Martin, lui, va plutôt passer sur la partie commerciale où il va pouvoir faire soit du cold call, soit il va pouvoir prendre des rendez-vous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais fait de prospection, on n'a jamais fait d'outbound. Là, les seules choses qu'on a testées en marketing, je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais c'est les vidéos de l'agence personnelle. Tu sais, les vidéos là que je fais sur Insta et TikTok avec le fond bleu là derrière. C'est les seuls éléments de communication et de marketing qu'on ait fait depuis les 1 an et demi de Cosmi. Mais avant ça, tout était 100% inbound. Et en fait, donc, est-ce que toi, tu as quand même ta création de contenu LinkedIn, même si elle a baissé, est-ce que c'est une source de lead ou pas tellement en fait? En fait, Alors est-ce en que fait, les clients de Cosmi, ils sont sur LinkedIn ou non, en fait, pas des masses? Alors, ils sont sur LinkedIn, mais c'est pas forcément comme ça qu'ils vont prendre rendez-vous. Parce que pour prendre rendez-vous, il faut quand même poster. Et c'est vrai que moi, j'ai arrêté de poster. En toute transparence, je pense que j'ai arrêté de poster pendant 6, 8 mois. Donc Ah forcément, bon? Ok. après, on perd l'habitude de devoir... Ou alors, tu vois, je postais, mais je postais une fois par mois. Juste un petit update. Coucou, on est toujours là, tu vois, tout va bien pour nous. Mais sinon, ouais, non, j'ai arrêté de faire des webinars. Par exemple, avant, je faisais un webinar par mois. Donc, ce qui fait que ta présence en ligne... Et enfin, on te voit beaucoup, tu vois, il y a une récurrence. Et là, j'avais plus cette récurrence-là. Donc, ça ramenait pas forcément des leads. Par contre, les leads qu'on avait, nous avaient déjà vus sur LinkedIn. Ils avaient déjà entendu parler Ouais. de Cosmi ou de moi. Et en fait, ça joue quand même dans l'acquisition parce que du coup, il y a quand même une confiance qui est apportée. Et donc, les leads ne viennent pas forcément de LinkedIn, mais en tout cas, on arrive aussi à signer grâce à LinkedIn, grâce à cette confiance qui a été acquise via le contenu qu'on a mis en place. Ok, donc c'est là que toi, LinkedIn, là, ça fait partie de tes priorités, tu vas t'y remettre? Ouais, complètement. Bah, là, je suis contente de pouvoir m'y remettre parce que c'est vrai que quand t'as la tête dans les scripts, la tête dans les castings, dans les messages WhatsApp, bah, quand tu rentres chez toi, tu sais, t'as écrit pour tes clients toute la journée, t'as pas forcément envie d'écrire pour toi. Mais moi, avant tout, LinkedIn, quand j'ai commencé, c'était un réseau où juste partager les conseils et les petites découvertes marketing que j'avais trouvées. Tu vois, il y avait pas encore toute cette ampleur au niveau du marketing, au niveau des influenceurs, etc. Ça existait pas vraiment, il n'y avait pas ces notions-là. Et c'est vrai que du coup, j'avais un peu laissé de côté. Et là, je suis contente de pouvoir me repencher un peu sur la création de contenu. Ok, et puis là, donc l'une des dernières questions, tu parlais du coup un peu de votre stratégie sales que vous allez pas tarder à mettre en place. Du coup, c'est quoi un peu les bails? Qu'est-ce que vous allez mettre à part en fait, à part du call d'email et du call call? Bah, en fait, on a un pote qui a monté une agence, je sais pas si tu connais, c'est Hook, l'agence, Non. Hook. Et en fait, lui, il fait du cold call. Donc nous, on n'avait pas, enfin, c'est pas qu'on n'avait pas envie, mais on pouvait pas vraiment prendre de temps pour faire le cold call parce que c'est quelque chose qui est assez chronophage, redondant, et on avait, entre guillemets, plus de valeur ajoutée ailleurs parce que notre équipe est encore très petite. Donc du coup, on va externaliser, je pense, on va Ok. tester pendant 2 mois, on va externaliser cette partie-là pour justement ramener du lead
quali ou en tout cas préqualifiés que Martin va pouvoir après avoir en call. Moi, je vais reprendre un webinaire. Là, je vais faire un webinaire du coup mi-octobre sur les tendances en snack content adoptées pour la rentrée 2025. Donc ça, pareil, en général, quand je fais des webinaires, ça ramène pas mal de leads, donc c'est aussi assez intéressant. Et puis après, ça va être... C'est ultra qualifié en plus, quoi. Si tu fais un webinaire sur les UGC, c'est forcément des gens qui soit sont des créateurs, soit sont des gens dans le marketing qui s'intéressent aux UGC, donc c'est ultra ciblé. C'est pour ça que même par rapport à LinkedIn, c'est ça qu'aujourd'hui, tu me demandes c'est qui Jean-Michel ou Christiane UGC de LinkedIn. Bah, j'avais envie de dire c'est Manon, mais tu vois, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait longtemps que je te vois plus trop, quoi. Ouais. Clairement. Et les webinaires, c'est vraiment ma cam parce que j'adore justement pouvoir, tu vois, poncer un sujet vraiment de A à Z, retirer le max de connaissances et puis pouvoir le transmettre. Et tout ça gratuitement, je trouve que le format est vraiment top. Et pareil, tu vois, les webinaires, au tout début, quand j'ai commencé à le faire, et notamment avec Irina aussi, quand on travaillait ensemble, c'était totalement gratuit et ça l'est toujours. Et puis, il n'y avait pas forcément ce truc d'aller chercher du lead derrière. C'était vraiment du partage de connaissances. Aujourd'hui, bon, il y a quand même une optique d'aller chercher du lead, hein, on va pas se le cacher. Le but, c'est quand même de parler à des personnes qui sont intéressées par l'UGC ou par le snack content ou les réseaux sociaux. Mais en tout cas, de pouvoir offrir du contenu et de l'expertise, je trouve ça trop cool. Et c'est ça qui est aussi sympa à faire quand on partage du contenu. C'est pas juste parler de sa boîte, c'est surtout parler de son expertise et embarquer les gens avec soi. Et ça, c'est ce qui me manquait un petit peu et c'est ce que je vais essayer de remettre en place. Bah oui, et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'à partir de ça, tu peux faire des posts LinkedIn, tu peux en faire un PDF que tu peux soit donner gratos, soit tu peux aller le lead magnéter, tu peux en faire une newsletter, tu peux faire vraiment plein de choses, quoi. Tu peux en faire des vidéos YouTube, enfin, tu vois, même ton webinaire, tu peux après le mettre sur YouTube, et du coup, ça, encore une fois, ça accélère ton référencement puisque tu vas mettre le mot UGC, et puis UGC a toutes les sauces sur YouTube, donc c'est hyper vertueux. Écoute Manon, je pense qu'on arrive vers la fin. Est-ce que toi, il y avait peut-être un sujet que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas du tout abordé? Bah écoute, tu me prends un peu de cours. Peut-être la formation, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Pourquoi nous, on avait créé une formation. En fait, au début, on recevait beaucoup de messages de la part de créateurs. Est-ce que tu peux regarder mon portfolio? Est-ce que tu peux m'aider à améliorer mon contenu? Je comprends pas. J'ai pas de marques qui viennent vers moi. Comment attirer des marques, etc. Et au début, on répondait gentiment un à un aux créateurs. Et puis après, bah forcément, quand tu as énormément de créateurs qui viennent te solliciter parce que t'es une agence t'es une agence UGC, donc forcément elles vont venir là où il y a des contrats aussi, hein, honnêtement. Et du coup, on pouvait plus prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a pris les questions les plus posées. On est allé demander aussi à tous nos créateurs quels sont les conseils qu'ils auraient aimé savoir quand ils se sont lancés. En gros, on a vraiment co-créé cette formation avec des créateurs UGC. On a pris nos monteurs personnels aussi pour toute la partie montage, sur comment optimiser une vidéo en snack content, comment la rendre dynamique, comment mettre la bonne musique, comment cutter au bon endroit, comment utiliser CapCut même si t'es débutant. Enfin bref, pas mal d'astuces pour les créateurs au niveau du montage, parce qu'on sait que c'est un peu ce qui pêche généralement chez les monteurs, enfin chez les créateurs UGC, pardon. Après, sur toute la partie admin, parce que généralement c'est un gros casse-tête, donc pareil, on avait demandé à Abby d'intervenir sur cette partie-là, donc ils avaient fait tout un module sur l'administratif. On a également demandé au cabinet Influxio, donc qui est spécialisé c'est un cabinet d'avocats dans l'influence, donc pareil sur tout ce qui est déclaration, tous les sujets qui sont liés à l'UGC, et où on entend pas mal de questions sur le point de vue légal, ils y ont répondu. Après, il y avait toute une partie sur le mindset, parce que quand tu passes de salarié à micro-entreprise, c'est pas la même chose. Quand tu switches entre étudiant la journée et créateur UGC le soir, pareil, il faut une organisation. Donc tout ça, en gros, toutes nos connaissances, on les a mis dans une formation qui est hyper abordable en comparaison au marché. Nous, on la vend 390 €. Et en fait, le but, c'est qu'une fois que tu es formé, nous, directement, après, on te fait rentrer dans le Cosmic Club et tu as directement des collaborations avec des marques dans tous les secteurs, notamment les secteurs qui t'intéressent. Et t'en vends beaucoup de ces formations?
Alors au début, on a énormément vendu sans faire grand-chose. En fait, on avait fait une masterclass de lancement et là, on avait vendu vraiment beaucoup de formations. Et puis nous, on s'est dit bon bah ça va se vendre un peu comme du petit pain entre guillemets où on n'a pas grand-chose à faire et une formation, ça, tu vois, ça suit son petit bonhomme de chemin un peu tout seul. Alors c'est faux. Si vous comptez monter une formation, elle ne se vend pas toute seule. C'est pas un revenu passif comme on peut entendre partout sur les réseaux. Non, une formation qui marche bien, c'est une formation qui est incarnée par des personnes, une formation que tu prends à bras le corps et que où tu vas en parler un petit peu partout. Nous, c'est une chose qu'on n'a pas du tout faite parce que le principal pour nous, c'était de faire évoluer l'agence, de faire grossir l'agence. Et en fait, nous, la formation, on l'a plus créée pour les créateurs. C'était plus pour que eux puissent monter en compétence et une fois qu'ils sont prêts, une fois qu'ils ont du contenu quali, les faire rentrer dans le Cosmic Club pour les proposer à nos clients. On s'est jamais dit l'agence, ça va être une source, l'académie. Ouais, ça va être une source de revenus de ouf, etc. On s'est jamais dit ça, mais on s'est dit ça va faire un petit complément tous les mois. Au bout de très peu de mois, ça s'est quand même assez épuisé, notamment sur la période été, etc. parce qu'on n'en parlait plus. En fait, on a fait une masterclass, puis après on n'en a plus jamais reparlé. On a refait une deuxième masterclass, et là pareil, on a refait des ventes. Et après, on s'est dit, bon, s'il faut faire des masterclass à chaque fois pour faire des ventes, c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose de périn et on voulait pas forcément investir là-dedans. Donc, on garde la formation parce qu'elle est hyper quali et on la met à disposition. Tu vois, on a 2-3 ventes par mois, sans rien faire pour le coup. Mais c'est pas quelque chose d'exponentiel, quoi. Ouais, non, je comprends. Non, mais en plus, c'est intéressant parce que moi, pareil, c'est des questions qu'on se pose parce que ça qu'en fait là le point commun qu'on a c'est qu'en fait on a ce côté où on met en fait en relation une offre et une demande. On met voilà, et l'offre c'est les créateurs et la demande du coup c'est les boîtes qui ont besoin de création, parce qu'en fait en soi nous quand tout ce qu'on fait avec Frisbee, en fait, on n'utilise pas cette sémantique, mais en fait, c'est de l'UGC. C'est juste que aujourd'hui, dans le langage commun, quand on dit UGC, on pense vidéo. Mais en fait, un UGC, ça peut être un UGC écrit. Ça peut être un texte, ça peut être vraiment tout. En fait, l'UGC, c'est nos recommandations. En fait, on fait vraiment le même métier. Hein. C'est juste que moi, j'ai pas de montage à faire, quoi. Alright, écoute, Manon Rock, CEO de Cosmi, merci beaucoup d'être venu dans le podcast et d'avoir délivré cette petite masterclass. On aurait pu encore parler pendant assez longtemps, mais on est tous les deux pris par le temps et on doit enchaîner juste après. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir donné toutes ces infos en toute transparence. J'espère que les auditrices et les auditeurs se sont également régalés. Je te préviendrai quand ça sortira. Je vais juste faire les petites mentions légales de fin, tu connais. Ceux qui nous écoutent sur YouTube, déjà merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner, ça fait plaisir. Ceux qui sont en audio, vous pouvez vous abonner, mais surtout mettre 5 étoiles. Ça prend à peine 2 secondes et demie, c'est gratos, mais moi ça m'aide énormément à être référencé dans cette jungle qu'est le podcast. Sur ce, je vous dis au revoir à toutes et tous. Merci beaucoup, merci encore Manon, et à très bientôt dans la Chapelle Radio. Merci à toi.